Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct et que vous pouvez poser vos questions à Sébastien Danet tout au long de cette émission sur le chat de Décideurs TV ou du Journal du Net. Donc Sébastien Danet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Zenith Optimedia France, bienvenue. Alors, vous débutez votre carrière en 88 chez Havas, avant de rejoindre Euro-RSCG en 91 en tant que directeur média international. Vous passez 3 ans chez Cara avant d'intégrer Zenith Optimedia en 97. Vous êtes nommé vice-président en 2002 et président en 2007. Vous êtes également président du groupe Vivaki qui appartient également à Publicis. Et depuis le début de l'année, vous êtes Global Managing Partner de Zenith Optimedia Worldwide. En quoi consiste votre mission? D'accord. Donc peut-être dire un mot sur Zenith Optimedia parce que tout le monde ne connaît pas. C'est effectivement une des agences médias du groupe Publicis. Le groupe Publicis, qui est le deuxième acteur mondial dans le domaine des médias et de l'achat d'espace, a 2 grands réseaux mondiaux, un qui s'appelle Zenith Optimedia et un qui s'appelle Starcom Mediavest, qui sont respectivement premiers et troisième mondiaux, ce qui donne cette force au groupe Publicis. Et dans les nominations qui viennent d'être faites avant-hier au directoire, les 2 présidents monde de Zenith Optimedia, Steve King et de Starcom, Laura Desmond ont été nommés au directoire dans le cadre de ces nominations. Donc c'est vraiment 2 réseaux qui constituent ce qu'on appelle la branche média dans le groupe. On parlera de Vivaki qui en fait partie tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une des branches, voilà, c'est une des 3-4 branches importantes du groupe Publicis. Moi, au sein de cette branche, je dirige à la fois les activités françaises de Zenith Optimedia, qui est, suivant les classements, première ou deuxième agence du marché français. On a énormément de classements dans tous les sens, donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Et je suis également, évidemment, président de ce qu'on appelle une partie des clients internationaux, d'où ce titre de Global Managing Partner, puisque le bureau français gère une dizaine de grands clients mondiaux depuis Paris. Et qu'on accompagne dans leur développement international. Ce sont des gens comme L'Oréal, comme Sanofi, comme le groupe Richemont, comme Nespresso, Nestlé Waters, Clarins et d'autres. Donc voilà ce que je fais grosso modo chez Zenith Optimedia. Alors on va parler un petit peu du Big Data. Quelles sont les mutations auxquelles il faut s'attendre avec le Big Data et est-ce qu'il faut en avoir peur? Alors, il y a énormément de mutations. Je pense qu'on est au tout début, et après, est-ce qu'il faut en avoir peur? Ça dépend pour qui. Est-ce que c'est pour les agences? Est-ce que c'est pour les consommateurs? Est-ce que c'est pour les médias? On n'est pas tous impactés de la même façon par cette révolution. Cette révolution, elle est au démarrage. Si on parle vraiment de notre métier, effectivement, d'intermédiaire, elle est effectivement pour nous plutôt une source de mutation intéressante puisqu'elle rabat les cartes et les modèles économiques et on y voit plutôt des opportunités que des menaces. Alors, si on donne quelques chiffres, ça pèse aujourd'hui une petite partie de notre business, du business média en France, puisque si on rapproche la big data de ce qu'on appelle le programmatique par ailleurs, même si c'est un peu plus subtil que ça au final, ça pèse 15% du display, ça a pesé 30-40% du display en France. Donc des sommes non négligeables, mais on parle de moins de 5% du marché média en France à horizon 3 ans. Donc c'est à la fois beaucoup et encore assez limité. Néanmoins, le taux de croissance, il est de 50% par an. Donc on est effectivement sur un phénomène à très fort niveau de croissance, donc à regarder de près. Alors pour nous, c'est indéniablement intéressant. Ça nous permet de nous équiper en technologie et de bien séparer une partie qui est automatisée, donc beaucoup plus qualitative, beaucoup plus pointue, beaucoup plus ciblée, beaucoup plus performante en termes d'économie et de ciblage pour nos clients, pour nos annonceurs, et de l'autre, de garder des ressources pour la partie conseil et de les accompagner, de continuer à les accompagner dans cette mutation digitale générale. Donc non, pour nous, c'est très clairement une mutation créatrice de valeur. Alors justement, vous parlez de technologie. Est-ce que Publicis est en train de devenir un acteur finalement plus techno que conseil? Il y a Maurice Lévy qui déclarait il y a peu de temps Publicis est en train de devenir une société de technologie plus qu'une agence de pub. Qu'est-ce que vous en pensez? On est un peu effectivement à la croisée des chemins. Je pense que les prochaines déclarations et acquisitions du groupe vont poursuivre cette clarification-là.
C'est vrai qu'historiquement, Publicis, c'est un groupe de conseil, mais que face à cette multiplication ou l'importance de la technologie, le groupe est obligé de se repositionner. Il y a eu des rumeurs sur Criteo, il y a eu des rumeurs sur d'autres structures, mais à la fois la nouvelle roadmap qui devrait être partagée au mois d'octobre et effectivement des acquisitions qui pourraient être faites devraient clarifier ce point. Il y aura évidemment une dose de technologie dans le groupe, c'est déjà le cas avec Vivaki, c'est déjà le cas avec certaines de nos structures digitales comme Digitas LBI ou Razorfish. Ça peut être plus le cas demain, mais les racines du groupe restent des racines de conseil. Ce virage technologique va vous mettre de plus en plus en frontal avec des groupes comme Google. C'était un peu la raison qui était invoquée au moment du rapprochement avec Omnicom. Est-ce que vous pensez que Publicis, qui a quand même une capitalisation qui est 30 fois moindre que celle de Google, a des chances et des atouts pour rivaliser avec des acteurs aussi monstrueux? Pour le moment, on ne voit pas ça comme une concurrence purement frontale. L'idée est de toute façon de garder ce concept un peu de frénémie, c'est-à-dire à la fois partenaire et à la fois concurrent. Et si vous regardez d'ailleurs, pour revenir sur le point de la data, de la big data et du programmatique, tous les marchés américains aujourd'hui fait que les mêmes acteurs sont, suivant leur métier, suivant la chaîne de valeur, à certaines étapes, ils vont être partenaires, à certaines étapes, ils vont être clients, à d'autres, ils vont être fournisseurs et à d'autres, ils vont être encore concurrents. Donc en fait, on a tout au long de la chaîne de valeur entre le client et le conseil et l'achat final auprès du client, on va se retrouver. Parfois, on sera client de Google parce qu'on achètera une techno. Parfois, on sera partenaire parce qu'on aura été voir un client ensemble. Parfois, on sera fournisseur parce que notre volumétrie sur YouTube est extrêmement importante et ainsi de suite. Donc, je pense qu'on aura un nombre de cas de figure extrêmement élevé et qu'on ne voit pas Google à l'aune uniquement d'une question de concurrence. D'autant que Google, c'est vrai, qu'a fait des timides tentatives pour aller un peu vers le conseil par le passé et s'est vite rétracté. Vous pensez que c'est les sociétés qui n'auront jamais justement cet asset que vous avez, hein? Nous, on a racheté une société à Google qui s'appelle Performix, qui est aujourd'hui notre structure digitale leader dans le domaine du search, de l'achat de mots-clés et du digital au sens large. Donc effectivement, pour le moment, on travaille très bien et on collabore très bien avec Google, que ce soit dans le programmatique, que ce soit dans la vidéo, que ce soit sur le search. Comment est-ce que vous vous positionnez en tant qu'agence média face à la menace du logiciel? Alors, nous, en tant qu'agence média, effectivement, on avance au sein du groupe Publicis dans cette évolution des technologies. Et effectivement, beaucoup d'analystes menacent aujourd'hui, brandissent cette menace logicielle. Il y a eu une note célèbre de Natixis sur le sujet qui dit effectivement que des acteurs comme Adobe ou d'autres vont développer des solutions qui vont nous désintermédier. Donc, ce risque de la désintermédiation qu'on a entendu dans les années 80 sur la télévision, on nous a dit les Procter, les Rekit vont vous désintermédier, vont acheter la télé tout seul en s'équipant de logiciels d'optimisation télé. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Ensuite, quand Google est arrivé, on nous a dit sur les mots-clés, sur l'achat de mots-clés, sur le search, vous serez désintermédié. Ça a été très partiellement le cas. Il y a des mouvements de balancier. Certains se sont équipés, d'autres ont réexternalisé. Et aujourd'hui, on rebrandit cette menace de désintermédiation par les acteurs fabricants de logiciels. Moi, je ne crois pas à ce scénario du tout. Je crois plutôt à un scénario de réintermédiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les annonceurs nous confient de plus en plus de métiers, de plus en plus d'expertise. Et si vous regardez la croissance des agences médias, elle progresse beaucoup, beaucoup plus vite que le marché publicitaire. C'est-à-dire que quand, en France, le marché publicitaire est entre 0 et moins 5 depuis 2 à 3 ans, les agences médias progressent de 5 à 10% tous les ans. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment un phénomène de consolidation et de concentration, mais surtout parce que les annonceurs nous confient de plus en plus de métiers et donc nous augmentons notre surface de conseil auprès d'eux. Donc ce périmètre qui s'élargit à quelles activités en fait qu'on comprenne? Ça va évidemment des activités d'implémentation, planning, buying sur les différents canaux, sauf qu'avant on travaillait sur 5, 6, 7 points de contact, aujourd'hui on est à 15, 20 points de contact et demain avec les objets connectés on va passer à
30, 40 points de contact. Donc on va continuer à travailler avec nos clients sur beaucoup plus de points de contact qu'avant. Et ensuite, il y a d'autres métiers, que ce soit des métiers autour du contenu, tout le domaine du brand content, que ce soit des métiers autour du terrain, du point de vente, donc que ce soit du shopper marketing, du street marketing, de l'activation terrain, de l'événementiel. Donc on a développé énormément de métiers et on a gagné la confiance de nos annonceurs sur tous ces nouveaux métiers, progressivement. L'élargissement de ces prérogatives, finalement, vous fait passer du statut d'agence conseil en achat média pur à un statut dont on a beaucoup débattu lors des rencontres de l'UDECAM, qui est le statut de société transformatrice d'espaces digitaux. Est-ce que vous pensez que justement, aujourd'hui, il est nécessaire de repenser un peu le cadre réglementaire et notamment la loi Sapin, qui sont forcément rendus un peu désuets par ces mutations que vous évoquiez? Alors, d'abord, au global, on est vraiment un partenaire en communication pour les annonceurs. Au même titre que l'agence de publicité, au même titre que l'agence digitale, au même titre qu'une agence de marketing service. Voilà, l'agence média a dépassé largement le mot média et est vraiment maintenant un partenaire en communication sur son portefeuille et chaque annonceur va mettre le curseur sur la façon dont il veut travailler avec son agence dite média ou ex-média versus son agence de création ou son agence digitale. Ça, c'est le premier point. Sur la partie transformation d'espace qui concerne vraiment la partie programmatique, où effectivement notre discours est de dire le programmatique, ce n'est pas de l'achat d'espace, il y a vraiment une notion de transformation parce que cet espace est enrichi d'un ciblage extrêmement pointu. Et donc, effectivement, il y a un débat réglementaire, juridique, qui est actuellement en cours, où on essaye de travailler sur une voie d'autorégulation avec l'UDA plutôt que de laisser les pouvoirs publics réglementer ce nouvel environnement du programmatique. On a lancé ce souhait d'autorégulation lors des rencontres de l'UDECAM au mois de mars. On a démarré les réunions de travail avec l'UDA. Axel Lemaire nous a donné un peu au mois de septembre le calendrier puisqu'elle souhaiterait que ce volet-là soit dans la loi numérique qui devrait être présentée au printemps 2015. Il nous reste donc entre maintenant et avril 2015 pour trouver des voies d'autorégulation, des voies de dialogue avec l'UDA et clarifier ce point sur la transformation d'espace et l'enrichissement de l'espace. Et vous sentez que, moi personnellement, quand j'avais vu le discours des représentants de l'UDA, je les avais trouvés assez virulents et peut-être un peu traumatisés par des excès passés. Est-ce qu'ils ont un peu adouci? Vous sentez qu'ils sont prêts à être plus conciliants sur le sujet? Je pense qu'effectivement, il y a énormément de sensibilité sur ce sujet. Les excès passés dont vous parlez, ils ont quand même plus de 20 ans. Donc, ce qui est vrai, c'est que le marché a énormément changé pendant ces 20 années. Donc, effectivement, je pense qu'il faut oublier cette sensibilité liée au passé. La loi Sapin a été remarquablement appliquée en France pendant 20 ans, y compris sur le digital. Il y a effectivement une nouvelle mutation avec la big data et le programmatique. Il faut adapter ça. Je suis absolument confiant et optimiste sur le fait qu'on y arrive. Maintenant, il faut que tout le monde ait la même démarche constructive, qu'on dépasse cette hypersensibilité liée à une époque où nous, tous les acteurs autour de la table, on travaillait même pas pour la plupart d'entre nous. Et donc voilà, cette époque pré-loi Sapin, elle ne nous appartient pas. Voilà, elle est plus qu'ancestrale à l'heure du digital. Et donc, il faut regarder devant. Il y a aujourd'hui une frilosité, une crispation, un retard de la France qui nous inquiète dans ce domaine-là. Et il faut qu'on lève ce sujet, ce blocage réglementaire très vite. Sinon, on va accumuler encore plus de retard. Alors, il y a une question d'internaute. Est-ce que vous craignez un retour de bâton, une gronde des consommateurs qui en ont marre des problèmes de vie privée ? Nous, on a tendance à penser que le consommateur est assez mature, assez averti, assez informé, assez pointu, et que donc il va assez bien naviguer dans tout ça. En d'autres termes, il va très bien comprendre la façon dont les marques vont pouvoir potentiellement monétiser la data qu'ils représentent, et qu'ils vont exiger en échange de cette monétisation de data un certain nombre de produits ou de services, donc autrement dit des promotions ou des services extrêmement concrets, sinon ils sortiront du jeu. Donc moi j'ai l'impression que là aussi il y aura une forme d'adaptation qui va se faire assez naturellement et assez intelligemment. Les marques n'ont aucun intérêt
à se mettre le consommateur à dos. Et donc, au contraire, ils vont proposer assez vite, en échange d'informations sur leurs consommateurs, des promotions, des services supplémentaires. Le vrai danger, il est pour les médias, parce qu'effectivement, ça peut accentuer un business direct entre les marques et leurs consommateurs. Et donc, là, pour le coup, désintermédier une partie d'utilisation de la publicité classique sur les médias, puisqu'ils auront vendu leurs produits directement. Justement, vous pensez que le business model du média qui est financé par la publicité va être pérenne? Ou vous pensez qu'il est important pour ces médias de se poser les vraies questions et peut-être de diversifier leurs sources de revenus? Évidemment, il faut diversifier les sources de revenus et évidemment, il y aura de la destruction de valeur. Alors, particulièrement en France, pour plusieurs raisons, parce que de toute façon, comme dans tous les autres pays, et particulièrement en France, l'offre de médias est largement supérieure à la demande. On a un marché publicitaire, une demande publicitaire assez faible au poids de notre PIB. Alors déjà, la croissance du PIB n'est pas terrible en France, mais en plus, le marché publicitaire ne pèse qu'un demi-point du PIB quand il pèse 1 point, 1,2 chez nos concurrents matures et développés. Donc on a un retard de ce point de vue-là, donc on a une demande assez faible. Et en plus, on a un double facteur on a une assez grosse fragmentation des vendeurs, parce que tous les seuils de concentration en France ont fait que nos acteurs sont finalement pas assez gros. Et on a en face une assez forte fragmentation aussi des acheteurs, puisque les plus gros acheteurs ont grosso modo 20% de part de marché. Et donc, on a une bagarre côté vendeur, une bagarre côté acheteur, qui sont tous les deux destructeurs de valeur. D'accord. Et ce faible poids de la publicité dans l'économie française, vous l'attribuez à quoi? C'est un manque de valorisation auprès des annonceurs, finalement, enfin des marques qui il y a une culture qui est plus une culture latine qu'une culture anglo-saxonne en France, qui fait qu'on a toujours eu un poids assez important, ce qu'on appelle le below the line, c'est-à-dire la partie hors média, et une partie finalement pas très importante en média. Ça s'est accentué aussi peut-être sous la pression de la distribution, qui a demandé encore plus d'efforts en promotion, plus d'efforts sur le prix, plus d'efforts sur le produit et sur le point de vente. Et donc, effectivement, face à cette pression des produits, et notamment tout ce qui est produit de grande conso, la partie média a eu une vigueur assez faible. D'accord. Et ça risque pas de s'arranger a priori quand on voit que les objets connectés vont arriver Non, ça risque pas de s'arranger. On va publier la semaine prochaine nos prévisions du marché publicitaire. C'est des prévisions qu'on publie tous les trimestres. Et je peux vous dire, sans vous donner les chiffres, vous donner les tendances, parce que c'est sous embargo jusqu'à lundi, mais la tendance est effectivement négative en France. On va donc avoir une 3e année consécutive de baisse du marché publicitaire en France. Et on ne voit de reprise ni en 2015 ni en 2016. Ouais. Alors, un petit mot maintenant sur les secteurs. Quels sont aujourd'hui les secteurs? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en fait les secteurs? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous en termes d'achat, de répartition offline, online, peut-être le luxe ou... Tous les secteurs nous demandent aujourd'hui la même chose, c'est-à-dire nous demandent d'abord de plus en plus de conseils. La partie achat et la partie implémentation s'est commoditisée assez fortement. Et donc aujourd'hui, la vraie demande de nos clients, la vraie demande des annonceurs, c'est de les accompagner en conseil dans ces mutations et donc de les accompagner justement dans cet arbitrage offline-online. Donc quel est le bon curseur, quel est le curseur le plus efficace entre le poids de la télé par exemple et le poids de la vidéo en ligne. Et donc ils vont nous demander une vision stratégique de cet accompagnement dans cette mutation qui est de plus en plus rapide et importante. On a parlé de la big data, on a dit un mot des objets connectés. C'est vraiment ça qu'ils souhaitent, c'est de l'accompagnement stratégique, c'est de la vision et c'est du décodage sur l'endroit où se trouve la meilleure efficacité et le meilleur retour sur investissement. S'il y a un secteur qui sous-investit vraiment le marché de la pub online, c'est le secteur de la grande conso, en partie pour les raisons que vous venez d'évoquer un peu plus tôt. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ce secteur ira finalement sur ce canal-là où les éditeurs online doivent faire une croix là-dessus, sur ce secteur-là? C'est en train de bouger quand même. Si vous regardez, dans la grande conso, évidemment, ça dépend des produits, hein, mais évidemment, il y a un écart entre... si c'est de l'alimentaire pur et si c'est par exemple des produits de cosmétiques, il y a un écart entre les deux. Mais vous avez déjà des très gros acteurs
je pense à L'Oréal ou à Procter pour ne pas les citer, des très gros acteurs des produits de grande consommation qui sont déjà des gros investisseurs dans le digital, qui mettent déjà 15% à peu près de leurs investissements, parfois plus, dans cet univers digital. D'accord. Ça qui reste en dessous de la moyenne du secteur quand même, hein, malgré tout. Oui, un peu en dessous de la moyenne du secteur, mais aussi parce que le secteur est tiré par des pure players, des e-commerçants. Après, il y a des secteurs qui sont très digitalisés, dans le parcours d'achat, l'automobile, bien évidemment, tous les services financiers. Donc, c'est à pondérer. Évidemment, ils seront vraisemblablement toujours un peu en dessous de la moyenne. Un petit mot sur les objets connectés. Est-ce que leur développement pourrait représenter à terme une menace pour les médias ? Alors, bon, d'abord, on parle d'un horizon qui est quand même un peu plus lointain. Je pense qu'on est sur un horizon plutôt 5 ans, à mon avis. C'est aujourd'hui le lancement de Nest en France. Mais ça va progresser vraiment, à mon avis, quand même assez doucement. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les possibilités sont illimitées. Je pense à l'information et la data embarquée, par exemple, dans une voiture dans le futur. On va vous dire votre pneu droit est usé, et en même temps qu'on va vous dire votre pneu droit est usé, on va vous dire il y a une promo chez Speedy ou chez Midas un peu plus loin, et vous pouvez ainsi bénéficier d'une promotion. Et donc le champ du contournement de campagne de communication traditionnelle est quand même assez élevé, sans parler de ce qui peut se passer sur le frigidaire connecté et énormément d'autres objets. Vous travaillez déjà concrètement sur le sujet avec vos clients ou on est vraiment dans de la prospective? Non, on est vraiment dans de la prospective. Nous, on pense que, et on suit ça évidemment de très près, on pense qu'on aura un rôle à jouer assez important dans la connexion des différentes datas, c'est-à-dire comment la data de Toyota va pouvoir parler avec la data de Google ou la data de Deco ou la data de mon frigidaire. Et donc, comment nous, on va pouvoir en tirer des insights consommateurs vraiment concluants, vraiment stratégiques, de façon à mieux travailler les plateformes de communication de nos annonceurs. Et les annonceurs sont prêts à lâcher du lest sur leur data? Vous évoquez travailler la data de Google avec celle de la marque automobile. Ils sont prêts un peu à lâcher prise sur ce qui est un peu leur or noir, quand même, il faut l'admettre. Alors, ce que je pense, c'est qu'ils n'ont pas encore arbitré qui sera leur partenaire dans ce débat-là. Je crois, même s'ils s'équipent de plateformes de DMP, même s'ils vont s'équiper de certains talents et de certaines ressources, ils auront des partenaires dans la gestion de leur data. Est-ce que ce sera leur partenaire groupe de communication? Est-ce que ce sera leur partenaire cabinet de conseil? Est-ce que ce sera une autre famille, SS2I, éditeur de logiciels? On verra dans le futur. Je pense que ça rejoint la question sur l'évolution de Publicis. Et évidemment, ce débat du partenaire en data futur de l'annonceur, il n'est pas tranché, mais je pense que les groupes de communication en ont pris plus que conscience et se sont très bien adaptés aux mutations précédentes. Donc je reste assez confiant sur notre place autour de la table auprès des annonceurs dans le futur. Et vous pensez que les objets connectés pourraient amener de nouveaux acteurs? On est un peu en science-fiction là, mais... Oui. Alors, le jeu est extrêmement ouvert. Là encore, je pense qu'il y a énormément d'acteurs qui peuvent rentrer dans ce domaine. La France est très bien placée dans ce domaine. Elle est très bien placée dans les objets connectés, avec énormément de startups brillantes dans ce domaine. Et elle est très bien placée dans la data, très bien placée dans le programmatique. On l'a vu avec des structures comme Criteo, on le voit plus récemment avec eBuzzing. On a une école mathématiques, scientifiques et un nombre d'acteurs dans le domaine de la data extrêmement important. Donc là encore, je pense que les groupes de communication français ont, de ce point de vue-là, une carte à jouer. Est-ce que vous trouvez que c'est dommage que Criteo aille sur le Nasdaq, que eBuzzing and qui va faire son IPO aille également sur les marchés américains, ou c'est une fatalité, ou c'est dommage? C'est là qu'il y a de l'argent. Et encore une fois, ce qui est important, c'est qu'ils trouvent les capitaux pour continuer à se développer, qu'ils les trouvent là-bas, voilà, c'est un fait. Ce que je pense, c'est qu'ils les trouvent là-bas au stade où ils sont arrivés. C'est pas grave. En revanche, il y a énormément d'autres entreprises qui sont beaucoup plus petites, qui doivent passer une étape avant de pouvoir aller au Nasdaq ou ailleurs. Et toute cette étape qui est de passer de 10,
millions d'euros levés à 50 millions d'euros levés. Cette étape-là est très compliquée en France, voire en Europe. Et c'est là qu'il faut qu'on trouve des moyens d'aider nos startups françaises. Vous pensez à des groupes comme Dailymotion et Deezer ou on est un peu en dessous du coup, parce que On c'est est vraiment en- le cas des sociétés Alors, qui c'est le n'arrivent cas, pas à c'est le cas de celle-là, s'internationaliser. c'est le cas de celle-là, mais c'est le cas de dizaines d'autres Ouais. plus petites. Alors peut-être un petit mot sur le mobile. On est au début du deuxième semestre. Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan depuis le début de l'année? Oui, le bilan est mitigé. Ça bouge, indéniablement. Ça bouge peut-être pas encore aussi vite qu'on ne le pensait. Et ça bouge surtout de manière, à mon avis, un peu moins visible qu'on ne l'aurait pensé, puisque ça bouge essentiellement justement au travers des plateformes programmatiques. Donc en fait, oui, la communication mobile évolue, augmente significativement, mais elle augmente sur des modes d'achat plutôt type plateforme programmatique et donc un peu moins, de manière un peu moins visible que si c'était au travers de deals de gré à gré plus visibles et d'un achat au gré à gré sur des opérateurs. Alors un autre petit mot sur le brand content. Comment est-ce que vous expliquez la part du brand content en France vs les États-Unis? Ça rejoint à ce qu'on s'est dit un peu sur cette culture latine versus la culture anglo-saxonne. Même si, encore une fois, le brand content, il est gros. C'est un gros marché essentiellement aux États-Unis pour le moment. Simplement parce que le marché est suffisamment important pour pouvoir faire à la fois du classique, de la télévision, à la fois du digital, mais également d'autres formes de communication. Donc la taille des budgets et le poids des budgets dans le chiffre d'affaires des annonceurs, leur conviction dans la communication, dans la publicité, fait qu'il y a de la place pour plusieurs expressions de communication, du spot classique, de la vidéo, de la bannière, mais aussi du brand content, et également pour plusieurs canaux de communication. En France, les budgets ne sont pas extensibles à l'infini, et donc forcément dans les arbitrages qui sont faits, on a tendance à prendre des arbitrages court-termistes, avec un ROI évident, démontré, rapide, alors que le brand content a peut-être des attributs d'efficacité moyen et long terme plus importants, de construction de marque, de profondeur, de préférence de marque, et qui sont peut-être moins à la mode en ce moment. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce constat, parce que justement sur le online, c'est vraiment les OPS et le programmatique qui ont porté la croissance du display, à tel point qu'on parlait vraiment de bipolarisation, et qu'au milieu, finalement, il n'y avait plus rien, que l'achat de bannières traditionnelles était mort. Et d'ailleurs, on voit que les régies sont de plus en plus proactives sur le sujet, et lancent Le Monde au féminin, des structures OPS qui vont démarcher directement les annonceurs. C'est quand même une tendance assez forte. Alors, absolument, même si je pense qu'il faut qu'on fasse une distinction entre OPS et brand content, parce que je pense qu'il y a énormément d'OPS qui consistent effectivement à sortir de la bannière classique, à sortir d'un format qui finalement a trouvé ses limites au bout de quelques années. Donc oui, on essaie de trouver des formes d'expression digitales émergentes, différenciantes via des OPS, mais ce n'est pas toujours une vraie plateforme de brand content. Ouais. Il y a eu quelques séries célèbres sur le web faites par des marques, évidemment, que ce soit chez BNP Paribas, que ce soit chez Bouygues, que ce soit chez d'autres, mais des grosses plateformes de brand content qui sortent du cadre du média, c'est vrai voilà, qui sont vraiment moyen et long terme, qui vraiment modifient la plateforme de communication de l'annonceur. Il n'y en a pas non plus des dizaines. C'est vrai. Et en plus, elles sont accessibles financièrement et budgétairement sur le net, mais ces plateformes-là, ou en tout cas ces contenus-là, ont rarement été sur des médias plus puissants après. Vous pensez qu'une marque aurait vocation à lancer une série, par exemple, carrément en télé? Ça pourrait être pertinent? En tout cas, ils pourraient être partenaires, effectivement, de certains contenus beaucoup plus importants. Et puis après, ça peut aller sur du print, ça peut aller effectivement sur de la télé, ça peut aller sur des chaînes digitales. Donc il y a un champ important. Aujourd'hui, les montants alloués à toute cette création de contenu par des marques, il est encore assez limité. Je pense que la France a du potentiel dans ce domaine, mais il faut qu'on arrive à combattre une frilosité budgétaire non négligeable, une frilosité créative en matière de format qui n'est pas neutre non plus, et une collaboration entre les acteurs de la chaîne qui n'est pas très naturelle en France. C'est-à-dire que
on a tendance à travailler beaucoup en silo et pas tellement tous ensemble. Et donc, il y a des tensions parfois dans la chaîne entre l'annonceur, l'agence créa, l'agence digitale, l'agence média, qui n'aident pas dans la fabrication de plateformes de brand content puissantes. Chacun veut défendre sa part du beefsteak, malheureusement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien Danet d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, nous recevrons Xavier Perret de chez Orange qui viendra nous parler de la sortie de son nouveau livre « Le Big Data fait son cinéma ». À la semaine prochaine.